but, en fait, c'est de faire une présentation vraiment des mécanismes de base du climat pour qu'on comprenne ensuite où s'arrête la science qu'on peut considérer comme exacte et définitive et où commence la controverse, et voir à partir de là, par rapport au problème du réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le futur. Avant, la communauté scientifique produisait des connaissances à toute controverse sur des horizons temporels très longs pour essayer d'établir des vérités à peu près pérennes sur des périodes assez longues. Mais on était dans un système relativement clos qui avait pour lui tout ce dont il a besoin, à savoir le scientifique a besoin de temps, a besoin d'échanger, de controverser au sens noble du terme, pour finalement aboutir à une probable vérité, même si plusieurs siècles après elle est démentie, mais en tout cas une vérité à l'instant T. Aujourd'hui, une journée d'information, c'est à minima une polémique. Et une polémique, souvent, c'est une controverse. Souvent, c'est lié à la santé, à l'environnement, ou pire, dans le cas du climat, un peu à la fin du monde. Donnez-nous vite la vérité, parce qu'on a besoin de savoir, et pas dans 50 ans. Comment est-ce qu'on est capable d'affirmer que la planète s'est réchauffée pendant le dernier siècle et pendant les dernières décennies? Donc il y a des discussions en permanence des scientifiques sur ce genre de choses entre eux, mais la conclusion générale qui est qu'il y a une augmentation de la température pendant le dernier siècle et que cette augmentation c'est de l'ordre de 1 degré, c'est un peu moins d'1 degré, tout le monde admet ça. Alors juste comme ça, pour faire un sondage parmi vous, combien sont ceux qui sont d'accord avec cette idée que le réchauffement climatique est un fait avéré, que son origine est anthropique et que... J'aurais tendance à approuver le réchauffement jusqu'à 2000, mais je suis quelque peu ennuyé par certaines voix qui disent que, bizarrement, on n'assiste pas à une augmentation de température à partir de 2000. Mais en réalité, on a eu une augmentation de l'émission par habitant depuis les années 2000, une augmentation qui est relativement importante. Je suis persuadé que la Terre pourra survivre au réchauffement climatique extrême. Peut-être sont les hommes, ou probablement sont les hommes. Donc en tant que tel, l'avenir de la planète est intéressant, mais c'est aussi l'avenir des hommes qui vivent dessus. La difficulté est de savoir justement comment s'y retrouver dans cette surabondance d'informations, dans ce fatras. Bonjour à tous. On va aller directement à Bellecour en fait. Comme il y a beaucoup de sorties et qu'il y a beaucoup de monde dans le métro, on va se retrouver au niveau du cheval sur la place. Mais autant que possible, essayez de bien suivre le groupe s'il vous plaît. Voilà. Donc première étape, place Bellecour. D'un côté, une statue de la Saône, ici, symbolise la Saône, et de l'autre, une statue qui symbolise le Rhône. Dans la ville de Lyon, dans les traces, les sculptures, dans le nom, la toponymie des villes, on a souvent une référence à l'eau. Donc la crue de 1840, celle du haut, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de la hauteur d'eau qui est arrivée jusque-là, c'est forcément quelque chose d'énorme. Et c'est la conséquence de très fortes pluies. Donc les terres sont complètement gorgées d'eau, elles ne peuvent plus absorber l'eau qui tombe. Là, les petits triangles, c'est les hauteurs d'eau. Donc ça va de 3,95, 3,85, 3,15 autour du quartier de Vèze. Donc c'est vraiment des hauteurs d'eau très importantes. Et puis là, sur ce document-là, on voit comment la crue de la Saône s'est propagée dans la presqu'île. C'est ensuite le trajet qu'on va faire à pied. En fait, on va suivre la crue de la Saône de 1840. Il faut savoir que ces marques aussi, certains habitants qui ont été touchés par les inondations les effacent volontairement. Mais tout simplement parce que c'est stigmatisant pour l'espace sur lequel on est, l'espace qu'on occupe. Ça veut dire c'est un territoire à risque. Et c'est des gens aussi qui ne veulent pas avoir une identité négative. Il faut savoir, suite à une inondation, on a des problèmes pour vendre sa maison, etc. Donc ces marques aussi rappellent le risque. Donc on a toujours en fait un décalage entre ces marques officielles, qui sont trop stigmatisantes pour certaines personnes, et des marques intimes qui nous rappellent notre expérience.
On s'en rend pas bien compte, mais en fait tout ce qui est au sol, et on a l'impression que c'est du goudron, est en fait de l'eau. Voilà. Il faut avoir en tête que quand même, savoir de combien le Rhône peut monter, jusqu'où il peut aller, le max, etc., c'est de l'empirique, c'est-à-dire c'est basé sur des observations. Aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique, on le prend en compte d'un point de vue réglementaire que dans les plans de prévention des risques sur l'aléa marin, c'est-à-dire sur les tempêtes, sur la submersion marine. Par contre, sur le fluvial, la crue de référence qu'on prend pour le Rhône, c'est la crue de 1856. Et cette crue de 1856, elle correspond aussi à une crue du petit âge glaciaire, c'est-à-dire à une autre configuration climatique. Et donc en allant chercher cette crue historique... Pour l'instant, on va aller faire un grand tour, et cette fois pour aborder l'aménagement urbain pour anticiper les impacts du changement climatique. Alors c'est parti, on va se diriger devant le hall de la région Rhône-Alpes. Je vais vous demander comment vous venez au bureau. Alors, moi personnellement je viens en transport en commun, c'était l'un des choix de la région aussi de se déplacer de Charbonnières à Confluence. Donc je suis partie ces gens qui arrivent tous les jours par le bus. Il y en a d'autres qui arrivent par le tramway ou par le métro. Sur 1500 salariés, vous avez un parking voiture quelque part caché en dessous ou il n'y a pas? Au niveau de justement les parkings, il y a 400 places à peu près, donc avec une forte incitation à venir en vélo. Vraiment là, ce que je retiens sur cette question de mobilité, encore une fois on le verra sur d'autres, c'est implication, c'est information, c'est recherche d'adhésion, là où très souvent il y a quand même des tentations qui sont d'imposer finalement une alternative modale. Et en plus de ça, il y a eu un travail de reconnexion de modes de transport qui articulés finalement fonctionnent plutôt bien. Et ça c'est plutôt... On ne parle plus de centres commerciaux parce qu'on le renvoie à des populations populaires qui viennent manger de la consommation. On commence à mettre sur le même niveau depuis quelque temps cette consommation culturelle avec cette consommation alimentaire. Et ça, c'est quand même intéressant. Ces espaces-là concentrent ça dans un même lieu. Et maintenant, il y a une forme de subtilité dans l'architecture, dans voilà, quelques marques un peu de prestige, et puis du loisir, de la médiathèque, de la ludothèque, du cinéma, du loisir un peu sportif. Mais on n'a pas changé grand-chose. C'est vraiment le concept qui bouge. Le concept associé à des mots. Bien, Eiffage. Eiffage donc. Et donc ça, c'est leur siège d'entreprise. Et donc c'est un échantillon. Donc il dit, bah voilà, vous voulez un bâtiment avec de la mosaïque, bah ça ressemble à ça. Vous voulez un parement pierre, bah nous on sait faire ça. Vous voulez des panneaux photovoltaïques, bah nous on sait les poser comme ça, avec cette finesse, etc. Moi, c'est ce que j'appelle un bâtiment vitrine des savoir-faire. Donc là, est-ce que c'est pour abriter des bureaux? Est-ce que c'est pour travailler au quotidien? Ou est-ce que c'est pour faire un catalogue? Alors il y a deux noms, il y a jardin nautique. Et je crois qu'il y a un autre nom de jardin. Place nautique. Et jardin aquatique, non, je sais pas. Jardin aquatique, je crois. Voilà, merci. Donc on est vraiment sur le bout plus nature du quartier Confluence. Et c'est vraiment la photo quand même très idéologique de l'écoquartier. On est sur quelque chose où finalement ils ont réussi à effectivement construire du logement, à imposer du logement social aussi aux promoteurs, etc. Voilà, sur le monolithe, il y a effectivement, ça intègre un projet de smart grids. Donc est-ce qu'on peut définir déjà ce que c'est qu'un smart grid avec vous? Smart grid en français, ça veut dire réseau intelligent. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à penser et articuler des systèmes techniques les uns avec les autres. Il y a notamment toute la question de l'affichage des consommations énergétiques et puis de permettre vraiment de faire évoluer ces comportements énergétiques vers une réduction. Et l'idée, c'est des expérimentations qui doivent permettre d'apporter un peu de la formation pour voir si ces systèmes-là vont venir dans nos bâtiments de demain, qui seront des bâtiments très très techniques, remplis, truffés d'informations. Il y a vraiment des réflexions, mais il faut aller sur les showrooms de ces grandes boîtes-là, ils sont très très avancés, quoi.